J'ai été choqué quand j'ai appris que j'avais le diabète. D'un coup, j'étais là à devoir m'injecter moi-même de l'insuline dans le ventre. Depuis le diagnostic, ma vie est bouleversée. J'ai 29 ans, mais nous n'avons pas le projet d'avoir des enfants, à cause des conséquences financières et de ma santé. Nous estimons qu'il y a actuellement plus de 400 millions de personnes avec le diabète dans le monde. Nous décrivons cela comme une catastrophe au ralenti. Si vous additionnez les pertes de productivité, les coûts de santé, les coûts médicaux, c'est astronomique. Nous savons que les industries pharmaceutiques gagnent beaucoup d'argent avec le diabète. Le diabète est un monde merveilleux pour les compagnies pharmaceutiques. C'est la seule maladie, on dirait, dont tout le monde accepte, se satisfait parfaitement de l'idée qu'on ne la guérira jamais. Pourquoi ? Je suis né en 1963, en février 1975, je suis allé à un concert. Je suis rentré de là très fatigué, très affaibli. Je passais une nuit à boire, à beaucoup d'eau, à pisser. Et le lendemain, on m'a fait des analyses et très rapidement, on a dit diabétique de type 1. Le diabète de type 1 se déclare sans prévenir. Il y a 45 ans, le pancréas du musicien Bertrand Burgala a cessé de fonctionner. Une défaillance irréversible, pour laquelle la médecine n'a encore trouvé aucun remède, aucune explication. Cette maladie sournoise implique une série de contraintes à gérer au quotidien. Tu te testes encore là ? Ouais, j'étais à 81. Et tu sais, comme il y a une latence en plus dans ces trucs, tu vois, c'est la question. Là, je suis pas du tout en train de penser au concert. Je me dis, comment je vais faire ? Si je me sucre trop, après je vais être crevé. Si je me sucre pas assez, c'est un peu con aussi. Prends un truc sucré sur scène, non ? Merde, comme ça. Un petit balisson dans la poche. Dans la hiérarchie des désagréments liés au diabète, pour un diabétique de type 1, la piqûre, c'est un des derniers emmerdements qu'on peut avoir. Parce qu'avant, on a des choses qui nous impactent beaucoup plus. Et on est prêt à se piquer 10 fois par jour pour être bien. Ce qui nous épuise, c'est de passer tout le temps, d'avoir trop de sucre, avoir trop d'insuline. C'est toutes ces contraintes-là, le fait de devoir tout le temps penser, essayer d'anticiper. Parce que l'insuline qu'on s'injecte agit beaucoup plus lentement que l'insuline que le pancréas diffuse dans notre corps. Donc il faut tout le temps anticiper ces choses-là. Il y a tout un tas de désagréments quotidiens qui sont bien plus importants que la piqûre. Le corps a besoin d'une petite quantité de sucre dans le sang pour fonctionner. Dans la vie de tous les jours, le moindre petit effort demande de l'énergie. Il va donc puiser dans la réserve de sucre apportée par le sang. S'il en manque, le corps tombe en hypoglycémie. À l'inverse, lorsqu'on accumule trop de sucre, on peut être en hyperglycémie. Un organe vital, le pancréas, sécrète une hormone qui permet de réguler le taux de sucre, l'insuline. Quand le pancréas ne produit plus d'insuline, qu'il cesse de fonctionner correctement, c'est le diabète de type 1.
Sans insuline, le sucre s'accumule dans le sang, les organes fonctionnent mal, le corps s'empoisonne. Le malade tombe dans le coma et finit par mourir. Pour éviter cette issue fatale, le malade doit s'injecter un traitement d'insuline de synthèse plusieurs fois par jour pour réguler son taux de sucre. À partir des années 60, avec le développement de la société de consommation, un autre type de diabète se développe. C'est le diabète de type 2. Les styles de vie et l'alimentation changent. On mange plus gras, plus sucré et on fait moins d'efforts physiques. Submergé par les glucides, le pancréas sécrète trop d'insuline et finit par s'user. Tout au long du XXe siècle, le sucre s'installe durablement dans nos assiettes. Il est partout, dans les plats préparés, les sodas, mais aussi les féculents que nous consommons désormais en excès. En quelques décennies, les chiffres du diabète explosent. On passe de 50 à 430 millions de diabétiques dans le monde. 90% de ces malades sont des diabétiques de type 2. Débutée dans les pays occidentaux, aux États-Unis et en Europe, cette maladie s'est propagée sur la planète entière. Elle touche désormais aussi les pays émergents. Presque inexistant en Chine il y a 30 ans, le diabète concerne aujourd'hui un adulte sur 10. Cette maladie chronique s'invite jusque sur le continent africain, où elle devrait connaître une progression de 150% d'ici 2050. Le diabète de type 2 est une maladie de société, une maladie de civilisation. Nous avions dans les années 60 moins d'1% de cas en Allemagne. Et aujourd'hui, il représenterait entre 9 et 11% de la population. Une maladie silencieuse qui s'installe sans qu'on s'en aperçoive, jusqu'au jour où les problèmes sérieux commencent. So, Herr Dr. Busmann, guten Morgen. Wir machen eine Blutabnahme. Kommen Sie einfach mit. Da. Un taux de sucre élevé dans le sang peut entraîner des complications graves. Il y a beaucoup de maladies qui se développent. Les complications microvasculaires pour les yeux et les reins, mais aussi les nerfs. Les complications macrovasculaires concernent les artères du cou et du cœur. Les personnes diabétiques ont un risque de crise cardiaque aussi élevé que les non-diabétiques qui ont déjà eu un accident cardiovasculaire. Une des complications redoutées, c'est le syndrome du pied diabétique. Quand le système nerveux est défaillant, les pieds n'ont plus de sensibilité. Et les personnes se blessent sans le sentir. Ils ne remarquent pas leurs blessures et celles-ci s'infectent. Et cela peut mener jusqu'à l'amputation. Tut das weh? Une des premières causes d'amputation en Europe et aux États-Unis, le diabète peut aussi atteindre les reins. Il est à l'origine de la majorité des dialyses et des greffes. So, der Herr Dr. Forsen, ist der hier? Dann kommen Sie. La science permet à l'homme de repousser ses limites.
Devant l'explosion du diabète de type 2, l'industrie pharmaceutique répond présente. Pour qu'aujourd'hui, moi, diabétique, grâce à AccuCheck Mobile, le lecteur de glycémie tout en un et sans bandelette, je puisse vivre une vie normale, quoi. Dès les années 80, une multitude de traitements sont proposés, dont les publicités vantent une vie radieuse et insouciante. Oh! Ces patients se voient prescrire toute une gamme de comprimés pour tenter de diminuer le taux de sucre dans le sang. Ce sont les antidiabétiques oraux. Ces médicaments permettent, en principe, de garder le diabète sous contrôle, mais pas d'en guérir. Des traitements à vie dont les prix n'arrêtent pas de grimper. Face à ce tsunami sanitaire au coût prohibitif, la communauté internationale tire la sonnette d'alarme. Le diabète coûte cher, trop cher. 760 milliards de dollars par an au niveau mondial. L'ONU a rédigé une déclaration sur le diabète en 2006, parce qu'il pèse sur les systèmes de santé, à cause de son coût élevé, bien sûr. Il affecte aussi la productivité des pays, en raison du nombre de personnes diabétiques qui nécessitent un traitement, qui sont invalides et incapables de travailler à cause des complications liées à cette maladie. Les États se sont engagés à mettre en place des plans nationaux pour contrôler les maladies chroniques. Ils se sont aussi engagés à avoir des recommandations nationales et une approche multisectorielle dans leur politique pour contrôler la montée du diabète. À l'exception du sida, c'est la seule maladie à avoir fait l'objet d'une résolution de l'ONU. Malgré ce vote symbolique, l'épidémie ne faiblit pas. De plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer une mobilisation insuffisante qui impacte tout autant les deux types de diabétiques. Bertrand Burgala fait partie de ceux qui refusent la situation actuelle. Deuxième invité d'RTL Soir, Dandy, producteur, musicien, chanteur. Bertrand Burgala publie Diabétique. C'est très dur à dire, dites-le vous-même. Diabétiquement vôtre. Ça fait 2 fois que je me trompe chez Calman Lévy. C'est quand même un livre qui décrit des rapports entre les patients, les médecins, les laboratoires pharmaceutiques et évidemment l'État, qu'on peut qualifier de guerre économique. Ah, vous avez parfaitement raison et vous avez très bien résumé. En 2017, il participe à la création d'une association pour diabétiques pour tenter de faire bouger les lignes. Moi, ça me rend très heureux parce que le seul but du livre, c'était de susciter un dialogue, qu'il y ait un débat. Il y avait des courriers, des choses échangées. Tout le monde disait qu'il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose. Il y avait un besoin d'expression. On voit toujours des témoignages qui sont faits par des boîtes de com, avec Ma pompe que du bonheur. Enfin, il y a tout un tas de trucs comme ça, qui fait que finalement, les diabétiques ont rarement l'occasion de s'exprimer. Alors, on fait énormément de choses sur le sida. Je trouve ça très très bien. Mais on parle pas du diabète. Donc voilà, peut-être, je pense, on pourrait être l'acteur du diabète. Bien sûr, ça serait chaud. Il y a 4 axes, c'est-à-dire il y a 4 destinataires du message. Il y a les autres diabétiques pour les aider. Il y a l'entourage pour faire comprendre. Il y a les médecins pour essayer qu'ils changent d'attitude. Et puis il y a les industriels. Et ça, on n'en a pas parlé. Et il y a quand même un sujet prix des traitements. Et il y a quand même un certain nombre de gens qui se font beaucoup d'argent sur cette maladie. Alors, type 1, surtout type 2, c'est vrai, mais les deux en fait. Et c'est pour ça qu'il me paraît important qu'il y ait un contre-pouvoir, qu'aujourd'hui on puisse essayer d'agir, mais pas seulement en tant que malade corporatiste, mais en allant plus loin, en essayant d'avoir une réflexion plus vaste sur tout un tas de questions de société qui conditionnent le diabète. Le début de ma démarche, c'est de dire que le diabète est une maladie qui coûte trop cher au système de santé et qui coûte trop cher en vie humaine. Et pour moi, c'est très important de ne pas oublier ça. Comment en est-on arrivé là? L'histoire des traitements du diabète avait pourtant bien commencé. En 1921,
2 chercheurs canadiens, Best et Banting, découvrent l'insuline et parviennent à en fabriquer. Une révolution qui permet de sauver des milliers de vies. L'impact sur de jeunes enfants dont les jours étaient comptés est spectaculaire. Après leur découverte, les 2 chercheurs canadiens vendent leur brevet pour $1 symbolique au laboratoire américain Lilly. Ils lancent la production d'insuline à une échelle industrielle. Ils ont donné le brevet pour $1 chacun, pour sauver des vies humaines, pour qu'on puisse fabriquer de l'insuline partout dans le monde, pour sauver tous ces gamins qui étaient en train de mourir dans des souffrances atroces, puisqu'on les faisait crever de faim pour les prolonger de quelques mois. Ils ont accepté pour sauver des vies. Sauf qu'après, toutes les évolutions ultérieures ont été brevetées par les laboratoires. Et donc, cette invention géniale de l'insuline, elle a été totalement dévoyée. Could you tell me anything about insulin? What it is and how it's made? Well, it's not made exactly. It comes from animal pancreas. The plant works day and night to supply the demand for insulin and uses many tons of pancreas each week. Most of the pancreas comes from abroad and arrives at the factory deep frozen. It is reduced to a paste and mixed with alcohol, which dissolves the insulin. Then follows a long and complex series of processes which gradually remove all the impurities. Au fil des décennies, les techniques de production se perfectionnent. Une course au brevet que se livrent aujourd'hui 3 laboratoires seulement. L'américain Lilly, le danois Novo Nordisk et le français Sanofi. Après les insulines animales, les laboratoires produisent des insulines humaines, fabriquées en répliquant le gène humain de cette hormone. Les prix font un premier bond. Selon les pays, elles sont vendues 3 à 10 fois plus cher que leurs concurrentes. This new genetically engineered insulin has 2 distinct advantages. It shouldn't give the side effects that can come with the present form, and it shouldn't begin to run short, as the present type will in just 20 years from now. À partir de ce moment-là, on a pu couper dans le génome humain et extraire le chromosome de l'insuline, le séparer du reste pour l'injecter dans un micro-organisme. On utilise de la levure comme celle du boulanger ou de la bière, et on met le gène dedans. Cette levure commence alors à produire de l'insuline. C'est de l'insuline conçue génétiquement. Cette technologie a permis de délivrer de l'insuline au monde entier, parce que nous n'avions plus de problème de capacité. Si nous avions besoin de plus d'insuline, il suffisait de construire une nouvelle usine. En 2000, le laboratoire français Sanofi annonce avoir mis au point une insuline encore plus performante que les autres. Elle serait même révolutionnaire. La Lantus. C'est une insuline analogue. Le gène a été modifié pour se diffuser plus lentement dans le corps. D'après le laboratoire, cette innovation justifierait une nouvelle hausse de prix. À l'époque, en France, un flacon de Lantus est vendu 46 € contre 18 € pour l'insuline humaine. Selon le laboratoire, cette technologie permettrait de réduire le nombre de piqûres quotidiennes, une seule toutes les 24 heures. Elle éviterait aussi les hypoglycémies en pleine nuit. Un progrès majeur, selon celui qui orchestre son lancement à l'époque, Pierre Chancel. On peut vraiment dire que Lantus, comme solution d'insuline, a été une vraie révolution, absolument. Donc ça a changé la vie complètement des patients diabétiques qui, notamment pour les patients diabétiques de type 1, prenaient leur dernière injection à 10 h du soir, par exemple, et pour certains qui étaient obligés de mettre leur réveil à 5 h, 6 h du matin pour avoir leur nouvelle injection, et avec toujours la hantise dans la nuit d'avoir une hypoglycémie nocturne et avoir une issue fatale, c'est-à-dire pas se réveiller. Ils ont eu un génie marketing extraordinaire. Ils ont fait croire qu'elle était plus lente que les autres, beaucoup plus lente. Ce qui était faux. Il y a toujours eu des insulines qui tenaient plus ou moins 24 heures. La preuve, c'est qu'en 1975, je faisais une piqûre par jour. Donc c'est qu'il y avait déjà des insulines lentes. Mais ils ont fait croire que leur insuline durait vraiment 24 heures, ce qui est parfaitement faux, puisque beaucoup de diabétiques sous Lantus sont obligés de faire 2 piqûres par jour pour cette insuline lente qui est censée prendre en compte leur métabolisme. En tout cas, elle n'est pas du tout régulière. Mais ça a été leur argument pour obtenir
dès le début des années 2000, un taux de remboursement, un prix de vente et donc remboursé, qui soit le double de celui de leurs concurrents. C'est un scandale. Avec cette nouvelle insuline, Sanofi ne veut pas se limiter aux diabétiques de type 1. Sa nouvelle cible, les diabétiques de type 2, pour lesquels les piqûres d'insuline ne sont prescrites que lorsque les autres médicaments, les comprimés oraux, ont échoué. Pour ces patients de type 2, quand on les passait à l'insuline, entre guillemets, c'était la dernière étape. Ils étaient déjà dans le couloir de la mort. Ils le décrivent très bien. Et il y avait cette peur de l'insuline. Donc le fait de dédiaboliser l'insuline avec une approche qui était plus simple, plus maniable, de manière à l'utiliser plus tôt, aussi ont pu changer les pratiques en termes de traitement des patients et notamment l'utilisation de l'insuline chez ces gens-là. Je sais que le dosage se fait là. Moi, je crois que c'est 4. Donc, je crois qu'il faut tourner sur 4 parce que vous avez des chiffres ici. Ouais. J'ai besoin d'un cours. Oui, mais je vous montrerai comment on fait. On va faire ça ensemble tranquillement. Ouais, il n'y a pas de souci. Je veux bien parce que ça m'effraie un peu, ça. Ok, plus tard. Merci, à plus tard. L'insuline était quelque chose qui était réservé et utilisé par les endocrinologistes, par les diabétologues. Donc tout l'enjeu, c'était d'impliquer les médecins généralistes de manière à ce qu'ils puissent utiliser cet outil plus simple. On a aussi mis en place des ateliers de formation, de grands programmes en fait, de formation à l'utilisation de l'insuline par les médecins généralistes. On a cascadé ça aux États-Unis, en France, en Europe, en Allemagne, partout. Il n'y a pas besoin de mettre... Vous faites comme d'habitude. Il faut faire exactement comme si vous alliez vous piquer, sauf que vous piquez là-dedans. Il faut toujours vérifier que, même si l'aiguille elle est neuve bien sûr et qu'on la change à chaque fois, toujours se mettre sur 2, appuyer en l'air, regarder si ça sort, pour être sûr qu'on administre bien la dose. Okay. D'accord ? Lorsque la Lantus est arrivée sur le marché, elle a été promue auprès des médecins généralistes. Ils ont eu recours rapidement à cette thérapie-là, prescrire beaucoup d'insuline et de façon plus précoce. Et on a dit aux patients qu'ils n'avaient pas besoin de modifier leur style de vie. L'essentiel, c'était qu'ils s'injectent assez d'insuline. Sanofi ne cible pas seulement les médecins. Il faut aussi séduire les patients. Le laboratoire va chercher à leur simplifier la vie. Allez, monsieur là, on fait la glycémie. Des prises de sang permettent de mesurer le taux de sucre dans le sang, la glycémie. Mais les résultats des analyses sont complexes, peu lisibles. Le laboratoire va promouvoir un marqueur clair et facile à s'approprier. L'hémoglobine glyquée, autrement appelée HbA1c. Pour cela, il lance des campagnes de prévention à destination du grand public. Le message est simple, mémorisable par tous. Si l'hémoglobine glyquée est inférieure à 7, vous allez bien. Au-delà de 7, les complications surgissent. Une formidable idée marketing. Ce marqueur existait, mais en fait n'était pas le marqueur le plus utilisé, d'accord ? Donc, ce que Sanofi a fait, a été moteur dans des conférences de consensus. Donc, les conférences de consensus, c'est que vous prenez des spécialistes mondiaux que vous mettez autour d'une table, de manière à ce que les experts internationaux puissent mettre au point, en fait, un outil diagnostique et une démarche diagnostique du diabète et de ses traitements. Et donc, on a développé avec les professionnels de santé auprès du grand public des campagnes qui étaient « La vie est meilleure sous le 7 », quoi. Donc, de manière à ce que les gens identifient bien cette notion de 7. Voilà.
Also der HB1C zeigt uns praktisch die Stoffwechseleinstellungen in den letzten 3 Monaten an. Wir wissen, dass gerade ein wichtiger Grenzpunkt der HB1C über 7% ist. Daher auch die Aktion gesünder unter 7. Wir möchten, dass der Blutzucker Langzeitwert unter 7% ist, denn dann wissen wir, dass Folgekomplikationen insbesondere an den Gefäßen und an den Nerven vermieden werden können. Et donc, au bout de 2 ans, 3 ans, Sanofi avait pu multiplier par 5 en fait, le nombre de médecins qui étaient capables d'initialiser l'Antus et de faire bénéficier des patients de l'Antus. Ce qui fait qu'au total, la population de patients qui étaient insulinisés et qui ne l'étaient pas auparavant avait doublé dans les 4 ans, en fait, en 4 ans. Voilà. En quelques années, l'insuline Lantus devient un blockbuster de l'industrie du médicament. Au plus haut de sa gloire, en 2015, juste avant que son brevet tombe dans le domaine public, elle représente près de 20% du chiffre d'affaires de Sanofi, soit plus de 6 milliards d'euros. En Allemagne, un médecin va faire entendre une note dissonante dans cette marche triomphale. À l'époque, il est le directeur de l'Institut pour l'évaluation des médicaments, l'IQWiG. En 2004, le comité fédéral, la plus haute autorité de santé en Allemagne, a mandaté mon institut IQWiG, qui évalue la supériorité des médicaments, pour étudier cette insuline, la Lantus, pour savoir si elle avait un avantage sur les précédentes insulines et pour déterminer si le surcoût de cette insuline était justifié. Parce que cela coûtait beaucoup d'argent, ces traitements. Et donc on voulait savoir si ces coûts supplémentaires étaient justifiés, puisqu'au final, c'est la société qui doit les payer. Le résultat était qu'il n'y avait pas de différence entre les 2 insulines. La Lantus n'est pas supérieure. Cette insuline ne serait pas plus efficace que les autres d'un point de vue médical. Une conclusion qui ne convainc pas l'industriel. J'explique moyennement ça parce que concrètement, si vous allez proposer à un patient insulinisé d'abandonner son insuline analogue et de revenir à l'ancienne insuline en disant « mais ne vous inquiétez pas, finalement, il n'y a pas vraiment de service médical rendu, vous n'y perdrez pas », en fait, je ne sais pas si vous allez en trouver beaucoup. Hein. Donc vous pensez que ces résultats ne sont pas justifiés? Moi, je trouve que c'est quand même un petit peu curieux. Selon les autorités allemandes, les études fournies par Sanofi pour l'autorisation de mise sur le marché n'auraient pas été faites correctement. Le laboratoire aurait sous-dosé les insulines traditionnelles pour donner un avantage à sa propre insuline. L'insuline humaine, appelée aussi NPH, doit en principe être injectée 2 fois par jour, le matin et avant de se coucher. Les études de Sanofi étaient faites de telle sorte que l'insuline humaine n'était injectée qu'1 fois avant la nuit, et donc cela agissait de manière faussée, et cela provoquait artificiellement plus d'hypoglycémie nocturne. Et l'entreprise pharmaceutique a présenté cela comme un avantage, mais ça ne l'est pas. C'est une étude complètement faussée. Es gab damals, kann man schon sagen, eine Kampagne eigentlich. Also der Hersteller hat natürlich aufgeschrieben. À l'époque, il y a eu une campagne contre lui. L'industriel a bien sûr contesté en disant que tout était faux et déformé, qu'il était un ennemi de l'industrie, de la part des associations de patients aussi, qui sont en partie influencées par l'industrie pharmaceutique. Es war schon eine sehr starke Stimmung. Il y avait une ambiance assez mauvaise contre l'Institut et contre Peter Sawicki.
comme s'il était quelqu'un qui voulait retirer les nouveaux médicaments aux patients, comme s'il cherchait à tout prix à faire des économies pour les caisses d'assurance maladie. Mais ce n'était pas du tout le cas. Il s'agissait quand même d'argent public, et cet argent est limité. Il faut bien l'utiliser. Mais pour lui, il s'agissait surtout de faire de la bonne médecine. Et cela n'a pas plu à l'industriel. Le directeur de Sanofi en Allemagne m'a invité à venir visiter le site de l'entreprise à Francfort pour discuter des résultats de notre étude. J'y suis donc allé avec plaisir. Mais au début de la visite, il m'a montré tous les immeubles d'habitation de ses employés, combien de personnes dépendaient de cette usine, combien de familles verraient leur existence menacée et combien de leurs salariés perdraient leur travail si cette évaluation n'était pas corrigée par notre institut. On vous a mis sous pression ? On a essayé. Évidemment, je ne souhaite pas que les gens perdent leur emploi, mais nous avons tout de même besoin d'un système d'évaluation des médicaments indépendant. Pas que pour l'insuline, mais nous ne l'avions pas. Aucun pays européen ne l'avait. La décision des autorités allemandes est sans appel. Pour les diabétiques de type 2, la Lantus ne sera plus remboursée qu'à hauteur du prix des insulines humaines. Malgré cette polémique autour du médicament de Sanofi, ses ventes n'ont pas baissé. Les habitudes de prescription sont prises. D'autres États, dont la France, ont contesté la supériorité de la Lantus, sans plus de conséquences. Le produit phare de l'industriel français reste l'insuline la plus vendue dans le monde. Depuis 2015, les deux autres laboratoires concurrents de Sanofi, Novo Nordisk et Lilly, proposent eux aussi des insulines lentes analogues, avec toujours plus de promesses pour légitimer des tarifs élevés. Les insulines analogues sont un gros marché. Les nouvelles insulines analogues cherchent à démontrer qu'elles sont meilleures que les anciennes insulines. Mais c'est comme pour l'iPhone 6 au lieu de l'iPhone 5. Il a peut-être une plus jolie forme, il a peut-être un meilleur appareil photo, mais à toute fin pratique, ce n'est pas très différent. C'est une stratégie marketing équivalente à ce que pouvait faire Steve Jobs lorsqu'il présentait son nouvel iPhone. Pour justifier leurs augmentations de prix, les laboratoires mettent en avant les coûts de fabrication élevés de ces insulines analogues, en comparaison des versions plus anciennes, les insulines humaines. Mais cet argument a été récemment mis à mal par des chercheurs de l'Université de Genève. Cette équipe a cherché à comprendre pourquoi un diabétique sur deux n'avait pas accès à l'insuline dans le monde. On nous disait toujours que les insulines analogues sont beaucoup plus complexes à fabriquer que les insulines humaines. Et nous, on voulait vraiment savoir un peu plus sur cet élément de coût de fabrication. Et donc, on a travaillé avec des collègues pour un peu déterminer ce coût de fabrication en regardant chaque élément de cette chaîne de fabrication. On a pris le coût des matières premières, toutes les matières premières qui vont pour fabriquer un flacon d'insuline. On a pris un certain coût pour l'élément réglementaire qui est non négligeable. Donc les coûts réglementaires, c'est les coûts pour amener un médicament sur le marché. Il faut faire des essais cliniques, il faut montrer que ce médicament est d'une bonne qualité. Ensuite, on a inclus une marge pour le fabricant. En parallèle, on a aussi pris les coûts d'investissement nécessaires pour l'infrastructure. On voit que le coût de fabrication pour une insuline humaine est entre 2,5 et 3,5 $ par flacon. Et pour la plupart des insulines analogues, on est dans le même ordre de grandeur. Si on regarde les prix de vente en France, par exemple, un flacon d'insuline humaine est environ à 13 €. Et pour un flacon d'insuline analogue, par exemple la Lantus, on est presque au double, donc 25 € par flacon. Il y a 3 conclusions à tirer. 1, que le prix en bout de chaîne pour le patient ou pour le système de santé n'est pas justifié par les coûts de fabrication. Deuxième conclusion, c'est de dire que les coûts de fabrication entre l'insuline humaine et l'insuline analogue
justifie pas cette différence de prix de nouveau en bout de chaîne. Et troisièmement, que les marges de l'industrie pharmaceutique sur ces insulines, dans beaucoup de contextes, est énorme. Dans cette course au profit, les 3 laboratoires monopolisent 99% du marché. Cet oligopole ne laisse aucune place à la concurrence. D'autres industriels en Chine, en Inde et en Russie fabriquent des insulines moins chères, mais ne parviennent pas à percer sur le marché occidental. Le problème que ces petites sociétés ont, c'est qu'il y a l'élément réglementaire, donc ça coûte de rentrer sur un marché, par exemple en Europe ou aux États-Unis, où la réglementation est très stricte. Et donc, c'est un investissement à faire et beaucoup de ces sociétés n'ont pas ces ressources pour entrer sur ces marchés. Ensuite, il y a la machine de marketing qui est en place. Une fois que ce produit est sur le marché, il faut faire face aux barrières des prescripteurs, donc des médecins, et aussi des utilisateurs, en se disant moi, je ne veux pas un produit fabriqué en Inde ou en Chine parce que je n'ai pas confiance. Aux États-Unis, cet oligopole a abouti à une situation ubuesque et tragique. En 10 ans, le prix de l'insuline a été multiplié par 10. Alors qu'un dixième de la population est diabétique, certains malades ne peuvent plus se payer cette hormone vitale. Même en souscrivant des assurances privées hors de prix. Je paie $260 par mois. C'est juste pour avoir le droit de dire que j'ai une assurance. Ma franchise est de $14 000, ce qui signifie que je dois payer mon insuline, mes visites médicales et le reste du matériel médical de ma poche jusqu'à ce que j'atteigne $14 000. Après seulement, ils m'aident pour mon insuline. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent payer $14 000 de leur poche chaque année. C'est quasiment impossible pour mon mari et moi. Actuellement, mon insuline vient de mon médecin, de mes amis. Ma mère a des amis qui sont diabétiques de type 2 et qui ont un surplus d'insuline qu'ils n'utilisent plus. Et ils sont assez généreux pour me la donner. Et quand mon médecin a des patients qui décèdent, ce qui est malheureusement arrivé récemment, il m'a donné plus d'1 an de traitement d'insuline. Donc, heureusement, je ne vais pas devoir les payer maintenant, parce que cela aurait été catastrophique pour moi si j'avais dû payer l'insuline tous les mois. Alors comment vous faites quand on ne vous donne pas de l'insuline gratuitement? Je ne sais pas. C'est quelque chose que j'ai eu de la chance de ne pas vivre jusqu'à présent, mais je l'ai toujours dans un coin de ma tête. Well, this is way better than hiking from down there, right? My name is Elizabeth, and I'm the founder of T1 International. We're a diabetes advocacy organization that takes no funding from pharmaceutical companies, and we advocate for everybody with type 1 diabetes, specifically access to the things that we need to survive. This company right behind me has raised the price of their insulin over 1,000%. And we believe that access to insulin is a human right. This is a global problem. People are dying in every corner of the world. People are dying here in the United States of America, what's supposed to be the wealthiest country in the world with supposedly the best healthcare system in the world. This is not the way that it should be. This company is putting profits over people, and we're here to say that that is not okay and that something needs to be done about it. Medicines for people, not for profits! One more time. Medicines for people, not for profits!
C'est vraiment une crise. Les gens rationnent leur insuline. Ils en prennent moins qu'ils ne devraient en prendre. Parfois, ils n'en prennent pas du tout. Ils essayent d'ajuster leur régime et leur prise d'insuline, et cela est très dangereux. Les gens meurent à cause de cela, et ils perdent des années d'espérance de vie juste parce qu'ils ne peuvent pas se payer cette insuline. Mon mari et moi, nous n'allons pas pouvoir acheter de maison dans le futur parce que nous ne pouvons pas nous le permettre pour le moment. On ne pourra pas avoir d'enfants, c'est une charge qu'on ne pourra pas se permettre. Donc je dirais que la chose la plus importante que j'ai sacrifiée, c'est une vie de famille traditionnelle. Nous ne sommes pas sûrs de pouvoir le vivre un jour. Cela fait 8 ans que nous avons une vie pas du tout traditionnelle. Même si j'adore les moments que nous passons ensemble, cela a été très difficile. Nous avons eu beaucoup de défis à surmonter. Nous ne vivons pas les mêmes choses que les gens de notre âge. Et la chose la plus difficile pour moi, c'est la question des enfants. The next step here is to deliver some of these insulin vials that we have created. So this is a vial of Humalog with the label taken off and a message inside. What we've done is we've said these are the things that we sacrifice for the cost of insulin. Nicole has brought some of Alec's ashes that are in one of these vials to show the sacrifice, the ultimate sacrifice that they made because he couldn't afford the insulin. Alec was facing a cost of $1,300 a month for insulin and diabetic supplies. Alec worked full-time as a restaurant manager for a small family-owned company who did not provide health insurance for its employees. Alec made decent money, and because of this, he did not qualify for assistance of any kind. Not from the insulin makers, not from the state, and not from the federal government. Without anyone knowing, Alec began to ration his remaining insulin because at the time he went to the pharmacy, he did not have enough in his bank account to spend the $1,300 required. Alec began to adjust his diet, take less insulin than his body required to make it to payday. Alec's body was found 3 days prior to payday. Alec died from diabetic ketoacidosis due to a lack of insulin in his body. Who do you blame for these insulin price hikes? Well, you know, in the last 25 years, the pharmaceutical industry, major companies have been fined some $35 billion for collusion, for fraud, and for other illegal behavior. What we're seeing right now in terms of insulin is the prices are skyrocketing. And just coincidentally, it happens that the 3 major suppliers of insulin seem to be raising their prices at the same exact time, at the same level. So I think you have to be very naive not to believe that there is collusion. The drug companies have said that there are various reasons for the price increases. That there are changes in their drugs, that the drugs are better, that they've enhanced them, and that's why the patents change. I take it from the look on your face, you're not buying it. Not a word. Look, the drug companies, the 5 major drug companies last year made $50 billion in profits. They have well over 1,000 lobbyists here in Washington, D.C. They provide hundreds of millions of dollars in campaign contributions. Their job and what they do is charge the highest prices they possibly can, the highest prices in the world. Their business model is greed. Their policies literally are killing people who cannot afford the medicine that is needed. We need major, major reform in the pharmaceutical industry. Aux États-Unis, les laboratoires sont-ils coupables d'ententes illicites sur les prix de l'insuline? Début 2019, le Congrès américain a demandé aux laboratoires de se justifier sur ces fortes hausses des prix. Les 3 principaux fabricants d'insuline reportent la faute sur le système de santé américain et ses nombreux intermédiaires. Today, the Subcommittee on Oversight and Investigations is holding a hearing entitled, quote, Priced Out of a Life-Saving Drug, Getting Answers on the Rising Cost of Insulin. So, Mr. Mason from Eli Lilly, who is making a profit from these increases in insulin prices? I think, first of all, we don't want anyone not to be able to afford their insulin. Who's making a profit with these increases in insulin prices that patients have to pay for? Our net prices, the price that we receive, are going down. Are you?
Are you making a profit? Are the CEOs of your companies making these profits? Our net prices, the price we received has gone down since 2009. Well, somebody's making a profit. Somebody's getting richer on the backs of our patients. Mr. Langa from Novo Nordisk, what entity in this supply chain is prioritizing affordability and access of insulin for patients? Well, we'd like to think we are. I mean, we participate in as many formulas as we can. As I've mentioned, that is critically most important. We have patient assistance programs as well as copay assistance programs. So who's making a profit then? Well, our nets are going down as well, but there is a small profit that comes. Your nets, but your overall profits for the company and CEOs have been going up, haven't they? No, our profit take-home pay from CEOs has been relatively stable. From CEO pay hasn't gone up in the past several years. His pay has increased, yes. Okay. À la suite de ces auditions, les 3 grands laboratoires se sont engagés à réduire les prix pour les plus démunis. Une mesure pour faire bonne figure. Les Américains ne bénéficient pas d'une prise en charge publique des dépenses de santé aussi généreuse qu'en Europe. Pour une majorité d'entre eux, l'insuline reste un produit de luxe. Le prix de cette hormone de synthèse n'est qu'un des enjeux liés au traitement de la maladie. Un autre problème peut avoir des conséquences graves, voire fatales. Pour maintenir leur taux de sucre en dessous du fameux plafond de 7% vanté notamment par les laboratoires, de nombreux diabétiques de type 2 accumulent les médicaments, jusqu'à mettre leur vie en péril. J'ai appris ma maladie par mon médecin de famille à l'époque, pas loin d'ici. Il me faisait mon bilan annuel et m'a dit « Votre taux de sucre est trop élevé. Vous devez prendre des médicaments. » Et donc j'ai vécu comme ça de nombreuses années. Mais au bout d'un moment, le taux de sucre s'est remis à grimper, jusqu'à 11%. C'était le summum. Et le poids aussi a augmenté, jusqu'à atteindre 114, 115 kilos. C'était que des médicaments, toujours plus de médicaments. Puis j'ai pris de l'insuline pendant environ 7 ans. Puis il y a eu les premiers symptômes, où j'ai remarqué que j'avais des tremblements dans le corps et des problèmes de circulation. J'ai mesuré ma glycémie et j'ai constaté que j'étais en dessous de 60. Cela veut dire que mon lecteur de glycémie clignotait rouge et me disait que mon taux n'était plus mesurable. Il était en dessous de 60. Et fin août, il y a eu cet incident où j'ai frôlé le coma. Une hypoglycémie sévère qui a failli lui coûter la vie. Conséquence de cette obsession a ramené son taux de sucre au-dessous des fameux 7%. En 2008, une étude ébranle les certitudes des diabétologues. Elle montre que plus on s'obstine à vouloir baisser le taux de sucre dans le sang, en empilant les médicaments, plus cela représente un risque pour les malades. À force de traiter pour réduire l'HbA1c, on multiplie le risque d'hypoglycémie et le risque cardiovasculaire. Les gens qui étaient dans ces études étaient traités avec beaucoup de médicaments, jusqu'à 5 médicaments. Et cette étude nous a montré que cela était sans doute le mauvais chemin à prendre. Avec ces baisses intensives de la glycémie, on pouvait certes réduire les complications des nerfs et des yeux, mais ce que l'on souhaite surtout, c'est réduire les risques cardiaques, les crises cardiaques et les AVC. Mais cela ne s'est pas produit. C'est pour cela que la bonne approche est de dire qu'il ne faut pas seulement se concentrer sur le sucre, ne pas faire de la sucrologie, mais de la diabétologie. Qu'il faut regarder l'ensemble du syndrome cardio-métabolique avec tous les facteurs de risque. Et c'est ainsi qu'on réussit. L'hyperglycémie, c'est toxique. Les niveaux de preuve sont évidents. C'est-à-dire que plus vous avez de sucre dans le sang, plus vous avez une toxicité vasculaire.
Mais là où c'est pas intuitif, c'est pas parce que vous avez une hyperglycémie qu'en la baissant, vous allez réduire le risque. C'est-à-dire que c'est un marqueur du risque, plus elle augmente, plus vous êtes à risque, mais c'est pas parce que vous la baissez que de manière linéaire ou même automatique, ça va baisser le risque. Et on sait bien dans les grandes études qu'il y a eu que si vous voulez vous acharner à baisser trop la glycémie, vous augmentez le risque. Donc paradoxalement, là c'est démontré que si vous voulez mettre des traitements intensifs pour faire trop baisser la glycémie, pour la remettre à un chiffre le plus près possible de ceux qui n'ont pas de diabète, on pourrait penser que vous allez aller comme les patients qui n'ont pas de diabète. Et en fait, vous faites pire que si vous laissez la glycémie plus élevée. Non seulement les patients, ils ont plus de complications que s'ils n'ont pas de diabète, mais ils ont plus de complications que ceux dont la glycémie reste plus haute. Ils sont hospitalisés, ils ont des hypoglycémies graves iatrogènes dues aux médicaments, et les hypoglycémies, ça peut être extrêmement sévère. Vous avez une augmentation de la mortalité. Le diabète de type 2 représente la grande majorité des diabétiques. Et cela représente beaucoup d'argent à gagner. Les entreprises pharmaceutiques, les grands professeurs payés par les industriels veulent donc à tout prix que ces patients-là aient le taux de sucre dans le sang le plus bas, parce qu'ils peuvent ainsi leur prescrire davantage de médicaments, de l'insuline, mais aussi d'autres médicaments. Mais cette peur que les industriels, certains professeurs et les médecins insufflent à ces patients, qui ont des taux de sucre élevés, surtout les patients plus âgés, cette peur est éthiquement discutable. En principe, c'est le devoir des médecins de ne pas faire peur aux patients pour qu'ils prennent un médicament. Mais les industries du médicament se servent de cela. Et je trouve que c'est moralement répréhensible. Cette obsession de la glycémie a conduit à un immense scandale sanitaire en 2007. L'affaire de l'Avandia, le traitement antidiabétique le plus vendu dans le monde à l'époque. Tout a commencé aux États-Unis. A study in the Journal of the American Medical Association Monday links GlaxoSmithKline's Avandia diabetes drug to heart risk. There are new questions this morning about the safety of GlaxoSmithKline's diabetes drug, Avandia. If you or someone you know has suffered a heart attack, stroke, or even died while taking Avandia, call attorney Jim Adler right now. I'm Jim Adler, the tough, smart lawyer. If you or a loved one is taking this drug, call me right now. Le scandale éclate grâce au professeur Steve Nissen, cardiologue à Cleveland. Look, bottom line, should Avandia be pulled? I think it's time. Look, we have 12 classes of drugs to treat diabetes. We have another drug in exactly the same class as Avandia. Je cherchais des informations sur ce médicament et je suis tombé sur ce site internet où GlaxoSmithKline avait publié toutes les informations. Nous avons trouvé 42 études cliniques, dont 35 n'avaient pas été rendues publiques jusqu'à présent. Nous avons découvert qu'il y avait 40% de hausse d'infarctus du myocarde, de crise cardiaque, et une hausse presque identique de mortalité cardiovasculaire. Mais cela était suffisant pour nous faire penser que ce médicament contre le diabète, qui était le plus vendu au monde à l'époque, causait des crises cardiaques et des morts prématurées. Avandia is a commonly prescribed diabetes drug that, according to the study, increases the risks of heart disease, stroke, and death. About 80,000 people 80 000 personnes environ auraient eu des crises cardiaques à cause de l'Avandia. Et donc je me suis dit qu'il y avait une urgence extrême à publier cette information parce que la vie des gens était menacée.
Le comité des finances du Sénat a mené une enquête sur cette affaire. Ils ont réussi à obtenir les mails internes de GlaxoSmithKline qui ont révélé que le laboratoire savait ce qu'il se passait. Ils n'ont pas informé les patients. Ils n'ont pas informé les médecins. Ils ont simplement rangé cette information dans un classeur et n'en ont parlé à personne. C'était vraiment choquant. Comment les effets secondaires de cet antidiabétique star ont-ils pu échapper à tous les systèmes d'évaluation des médicaments en Europe comme aux États-Unis? Cet ancien agent de la Food and Drug Administration, l'autorité de contrôle américaine, est l'un des rares à parler ouvertement. Il dénonce un manque de transparence. La majorité des essais sur les médicaments sont réalisés par les entreprises elles-mêmes. Toutes les informations passent par l'entreprise. Ce que nous obtenons, ou ce que la FDA obtient, je dois dire maintenant que je n'y suis plus, ce sont les informations via la compagnie. Leurs statisticiens et leurs avocats ont passé en revue chaque mot de ce dossier, chaque nombre qu'elle contienne. L'étude record sur l'Avandia était en cela significative. Ils ont payé toute l'étude. Généralement, dans le cadre d'un essai clinique, sur les sites où l'on observe les patients, on recueille des informations très détaillées. Par exemple, il y a eu des formulaires de déclaration de cas spécifiques qui signalaient si le patient avait eu une crise cardiaque présumée. Il est intéressant de noter que GSK, dans le dossier déposé à la FDA, n'a même pas envoyé ces documents. Je pense que c'est complètement inacceptable. Il y a une obligation à fournir ces informations. Mais s'ils ne les envoient pas, il n'y a pas d'autorité publique pour faire respecter ça. Les prescriptions de l'Avandia sont depuis restreintes aux États-Unis. L'Europe est allée beaucoup plus loin. Le médicament y est désormais totalement interdit. Ce scandale a surtout mis en évidence un problème propre aux antidiabétiques. Les autorités de santé se focalisent sur un seul critère pour autoriser leur mise sur le marché, la baisse du taux de sucre dans le sang. Les règles d'approbation des médicaments contre le diabète à cette époque requéraient très peu d'informations. Il suffisait de montrer qu'il faisait baisser le sucre dans le sang. Mais cela ne signifie pas pour autant que le médicament n'avait pas d'effet secondaire sur un autre organe. Donc ignorer cela et rester complètement centré sur le glucose, c'était complètement irrationnel. Ces médicaments-là n'ont pas été évalués correctement. Et bien sûr, c'est inquiétant, c'est même choquant, parce que on demande que les autres médicaments, des autres problèmes de santé soient évalués correctement, mais dans le diabète de type 2, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, le standard, c'est l'essai clinique, j'emploie des mots un peu compliqués, mais l'essai clinique randomisé en double aveugle. C'est une étude expérimentale où on prend deux groupes de patients. À l'un, on donne le médicament qu'on veut l'évaluer, l'efficacité, et à l'autre groupe, on donne un placebo. Eh bien, dans le diabète de type 2, il n'y a pas ce genre d'études. C'est ça qui est complètement ahurissant. Donc pourquoi ces médicaments ne sont pas évalués correctement? Il me semble que c'est lié au fait que les experts actuels considèrent que dès qu'un médicament diminue la glycémie, il est forcément bénéfique. Donc ils n'ont pas besoin de ce niveau de preuve, en fait, pour être convaincus qu'il faut prescrire ce traitement. En fait, l'efficacité sur la glycémie leur suffit, parce qu'ils pensent que c'est forcément bénéfique. Progressivement, les autorités de santé ont pris conscience des dérives du glucocentrisme. Elles ont durci leurs exigences. Pour mettre un nouveau médicament sur le marché, les laboratoires doivent désormais s'engager à prouver qu'il n'aggrave pas trop le risque cardiovasculaire. Heureuse coïncidence, l'industrie pharmaceutique a développé une nouvelle famille de molécules qui correspondraient à ces exigences, les GLP-1, une hormone qui stimule la sécrétion naturelle d'insuline par l'organisme.
Si vous êtes en surpoids et que vous commencez à mieux manger, à avoir une vie plus saine, et que vous prenez ce médicament, ce qui a été prouvé dans les études, c'est que vous serez très proche d'une glycémie normale. Le risque de maladie cardiaque diminuera et vous commencerez à perdre du poids. Le GLP-1, ce n'est peut-être pas seulement le chef d'orchestre du diabète, c'est peut-être le chef de plusieurs orchestres dans le corps. Et nous essayons d'analyser tout cela parce que je pense vraiment que le GLP-1 est la plus grande percée dans le diabète depuis l'insuline en 1922. Novo Nordisk a développé son propre GLP-1, le liraglutide. Cette nouvelle molécule a rapidement conquis certains experts en diabétologie qui s'emploient à convaincre les médecins de l'adopter. On est très heureux de vous accueillir ici à l'occasion de ce 44e congrès de la SFD. Chaque année, la Société francophone de diabétologie réunit des experts reconnus du diabète. Ils viennent y présenter leurs dernières recommandations pour traiter la maladie. Ces congrès sont immanquables pour les laboratoires. En 2018, Novo Nordisk y organise un déjeuner-débat. Merci Freddy, merci à Novo Nordisk. Sur scène, Bernard Charbonnel, l'un des piliers de la Société francophone du diabète. Il expose ses conclusions sur le liraglutide à un public de médecins. En 2018, le liraglutide est la seule médication de cette catégorie disponible en France. Et c'est la raison pour laquelle, et c'est mon propos de conclusion, le liraglutide est l'antidiabétique de la prévention cardiovasculaire secondaire en 2018. Merci beaucoup. En 2020, actuellement, il y a 2 nouvelles classes thérapeutiques, ce qu'on appelle les GLP-1, qui sont des injections. C'était 1 fois par jour, c'est maintenant 1 fois par semaine. C'est très puissant pour faire baisser la glycémie. Ça fait maigrir, ça ne donne pas d'hypoglycémie. Et en plus, ça a un bénéfice cardiovasculaire, c'est-à-dire ça prévient l'infarctus du myocarde, l'AVC, la mort cardiovasculaire. Ces classes thérapeutiques sont un progrès majeur. Dans quelle mesure peut-on se fier à la parole du professeur Bernard Charbonnel quand il vante les mérites du liraglutide? Ce diabétologue reconnu par ses pairs assume volontiers ses liens avec les laboratoires. En 8 ans, selon ses déclarations publiques, il aurait perçu près de 480 000 € des entreprises pharmaceutiques, dont Novo Nordisk. Je ne crois pas qu'une discussion sérieuse sur les progrès en diabétologie doivent être en permanence polluées par des considérations que, sous prétexte qu'on a participé à des études dont je ne vois pas très bien comment on peut faire avancer la science sans participer à des études, d'entrée de jeu, la réponse c'est « votre parole n'est pas légitime ». Donc si on pense que ces recommandations sont biaisées, que les gens le disent en expliquant pourquoi, mais moi je souhaite avoir cette influence, non pas pour influencer à titre personnel je ne sais qui, mais au nom de la Société française de diabète qui traduit une opinion consensuelle des meilleurs experts français. Ce consensus n'est pourtant pas total. Selon la Haute Autorité de Santé, les GLP-1 n'apportent qu'un bénéfice mineur par rapport aux autres traitements. Ils ne doivent être utilisés que pour certains profils de patients qui réagiraient peu ou mal aux autres médicaments. Prescrire les traitements plus anciens et moins coûteux permettrait d'économiser 6 millions d'euros par an selon l'assurance maladie. Bon, loin de moi l'idée de polémiquer, c'est pas du tout mon but et en plus c'est ridicule, avec la Haute Autorité de Santé. La seule remarque qu'on peut faire, c'est que la recommandation en question, qui effectivement ne conseille pas les GLP-1, elle date de 2013. Donc c'est une sorte d'évidence factuelle de dire que cette recommandation est obsolète. Donc on attend avec impatience de nouvelles recommandations de la Haute Autorité de Santé qui seraient fondées sur la science actuelle. Mais ça, c'est le côté administratif français. C'est un règlement obsolète en regard de la science. Donc je pense qu'il ne faut pas se précipiter non plus pour faire une recommandation dès qu'une nouvelle molécule arrive sur le marché.
Ce n'est pas rien de faire une recommandation pour le diabète qui touche 4 millions de personnes en France, qui est un vrai sujet. Et donc, vous voyez qu'il y a une controverse. Personne n'est vraiment d'accord comment traiter le diabète entre les Anglais, les Allemands, les Français, les sociétés européennes de cardio, qui ne disent pas la même chose que la Société francophone du diabète, alors qu'il y a des membres de la Société francophone du diabète dans la Société européenne. Donc tout ça est assez compliqué, et donc je crois qu'il ne faut pas se précipiter pour élaborer des recommandations. Là, on regarde la littérature, on regarde qu'il y a assez de littérature pour commencer à l'analyser, pour voir s'il n'y a pas des contradictions, parce que ce n'est pas parce qu'une étude dit quelque chose, il faut qu'une deuxième étude soit conforte, soit infirme ce que fait la première étude. Donc on attend qu'il y ait assez de littérature pour qu'il y ait vraiment cette analyse critique de la littérature. Il y a sans doute une autre raison pour laquelle les autorités de santé françaises sont aussi prudentes. Pour rédiger ces recommandations, la HAS doit réunir un groupe d'experts sans lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, ce qu'elle peine visiblement à faire. Et c'est difficile de trouver des experts indépendants pour... Ça dépend des spécialités, oui. Parfois, c'est parfois difficile de trouver des experts qui sont totalement sans conflit d'intérêt. Dans le diabète, on a lancé les candidatures, on va voir si on en trouve. Je ne peux pas vous dire là, parce que c'est en cours. Donc on a lancé l'appel à candidature et on verra si on en trouve. Avec ces consignes contradictoires sur le traitement du diabète de type 2, les patients sont bien en peine de se faire un avis. D'autant qu'une autre façon de traiter cette maladie permettrait de sortir de la surmédicalisation, voire de se débarrasser définitivement des médicaments. En Allemagne, Wilfried Stranger en a fait l'expérience avec succès, après des années de traitements intensifs qui ont failli lui coûter la vie. Comme j'ai frôlé le coma, je me suis dit plus jamais ça. Et donc, ce concept m'a paru génial. J'ai pensé, peu importe ce qui arrive, je tiendrai le coup. Le lundi matin, j'ai appelé le professeur Martin et je suis allé à son cabinet. So, Herr Strenger, kommen Sie mir direkt mit. Et il m'a étonnamment dit des choses très positives, juste après les prises de sang. Il a dit que mon pancréas fonctionnait encore et il pensait que je pourrais guérir tout seul, sans insuline. Alors que Wilfried Stranger ne prend plus aucun médicament, les analyses sanguines sont formelles. Après 30 ans de diabète de type 2, il est en rémission. Pour y arriver, le médecin lui a proposé une méthode radicale, un régime très strict mis au point par une équipe de chercheurs britanniques. Pendant 3 semaines, le diabétique a pris une boisson à base de soja, très faible en calories. Ensuite, il a poursuivi avec un régime sans hydrate de carbone, c'est-à-dire sans sucre. La rémission du diabète de type 2 passe obligatoirement par une forte perte de poids. Wie geht's Ihnen? Wie ist es denn zu Hause so gegangen vom Herzen her? Vom Herzen her ist es gut gegangen. Das ist auch der Grund, weshalb ich sehr viel getan habe. Ich habe im Haus viel gearbeitet. Und dann habe ich ja einen Garten mit über 90 Rosen. Die gucken mich immer böse an, weil sie Wasser brauchen. Beim Typ 2 Diabetes hat man lange geglaubt. Dans le diabète de type 2, on a longtemps cru qu'une fois qu'on avait le diabète, on l'avait à vie. Puis un jour, un groupe de chercheurs anglais a réalisé une étude sensationnelle. Ils ont pris des personnes qui avaient un diabète depuis quelques années, leur ont fait perdre beaucoup de poids et ont pu démontrer que 50 à 80% d'entre eux, selon le poids qu'ils perdaient, parvenaient à une rémission du diabète sans aucune opération, juste par une perte de poids radicale. On sait par des études très précises que lorsque le pancréas est engraissé, la production d'insuline baisse. Mais elle n'a pas disparu. Les cellules qui la produisent sont juste endommagées. Quand le pancréas est dégraissé, les cellules qui produisent l'insuline refonctionnent et la production d'insuline augmente. Et le taux de sucre dans le sang baisse.
Et nous avons fait le même constat ici, à Düsseldorf. Nous avons réussi à supprimer l'insuline chez certains patients et même à supprimer tous les médicaments chez certains patients qui sont arrivés en rémission. Et je crois vraiment que c'est le chemin de l'avenir. Bei dem Gewichtsverlust kann ich Diabetesmedikamente absetzen, ich kann Blutdruckmedikamente absetzen. Avec le changement de style de vie et avec la perte de poids, je peux supprimer les médicaments contre le diabète. Je peux supprimer les médicaments contre la tension et je peux éviter des opérations du genou. Si on additionne tous ces coûts des complications liées au diabète, on s'aperçoit que l'on pourrait économiser beaucoup d'argent. De l'argent que l'on pourrait par ailleurs investir dans ce domaine. Mais la vie générale, c'est de croire que cela ne sert à rien. Que cela ne sert à rien de le tenter. Et ce problème, ce sont les politiques qui devraient s'en emparer. Mais il y a toujours le poids de l'industrie pharmaceutique derrière, qui n'a aucun intérêt à aller dans cette direction. Et cela me rend très triste et méfiant. Quelques milliers de patients ont déjà suivi cette méthode aux États-Unis et en Europe. Mais elle ne fonctionne qu'au prix d'efforts considérables et d'une grande motivation. Seul un tiers des diabétiques de type 2 qui commencent à suivre ce programme pourront espérer guérir un jour. La majorité des malades devront continuer à vivre avec leur traitement. Une contrainte financière lourde dans les pays riches et inaccessible dans les pays émergents. En même temps, mieux. Le diabète est une maladie silencieuse. Il sévit dans ton corps pendant 10 ans avant de se déclarer. Il faut te faire dépister maintenant, sinon il va te tuer. Docteur Bodo Jaco, à ODCI, c'est le travail qui paye. Sur le continent africain, le diabète est une bombe à retardement. Selon la Fédération internationale du diabète, il concernera 47 millions de personnes dans 20 ans. La moitié des diabétiques n'y seraient pas recensés par manque de suivi médical. On est en train, malheureusement, avec la mondialisation, de copier le mode de vie occidental. On est de plus en plus sédentaire, on ne va plus au champ, on a des véhicules pour nous déplacer, le mode de vie, le mode alimentaire a changé, on mange plus gras, on mange plus sucré, on mange plus salé. Et donc, ce n'est pas surprenant qu'on ne soit plus à l'abri de ces maladies-là. Le Sénégal semble avoir pris la mesure du fléau. 5% de la population y est déjà diabétique. Faute de moyens pour prendre en charge un trop grand nombre de malades, les autorités de santé font le pari de la prévention. À Dakar, l'hôpital public propose des ateliers pour apprendre à mieux s'alimenter. mooy comme bii bleu te ni écrémé yi diabétique mën na ko naan bleu bi boo jàngee nga lire nañ si def les demi écrémé d'accord. On commence toujours par dire aux patients que si le diabétique a une alimentation particulière, c'est parce que le reste de la population mange trop mal. Ça donne un peu le patient à avoir du courage pour suivre son régime. Parce que l'idée qu'il a initialement, c'était quoi? Le régime est sévère. C'est-à-dire l'alimentation du diabétique, ce n'est pas facile à appliquer. C'est fait pour les personnes riches, mais pas pour les personnes pauvres, etc. Et en réalité, ce n'est pas ça. Ce qu'on demande aux diabétiques, c'est d'avoir une alimentation équilibrée et saine. Maintenant, l'objectif, c'est d'aider aux patients de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une alimentation équilibrée et saine. Boisson gazeuse là yi dëgg la amuñu suukar suukaru diabète lañ ko suukar day am édulcorant mais seen cat mooy amuñu ay éléments nutritifs defaree wuñ ko ay fruits kon yi jaruñu abuser. Nous n'avons pas les moyens de cette médecine curative. Personne n'en a les moyens d'ailleurs. Nous avons, il y a quelques années, évalué le coût d'une amputation pour lésion du pied chez le diabétique.
Ce coût était évalué à 1 600 000 francs CFA en dehors de l'appareillage, ce qui correspond à peu près à 3 000 euros. C'est pratiquement impossible pour un ménage moyen au Sénégal de payer pour en plus avoir une amputation. Et ceci n'incluait pas l'appareillage orthopédique. Le coût des complications du diabète va peser trop lourd sur les patients, sur les familles et sur le système de santé en général. Donc il faut faire de la prévention primaire si cela est possible, pour éviter que la maladie ne s'installe. C'est maintenant le moment d'agir pour arrêter cette progression, sinon on n'y arrivera pas, cela est certain. Ces campagnes de prévention ne font pas le poids face au pouvoir de séduction de l'industrie agroalimentaire, que ce soit au Sénégal comme dans le reste du monde. En 2018, en France, le montant dépensé pour les publicités pour la restauration rapide, les boissons sucrées et les barres chocolatées se chiffre à 300 millions d'euros, 20 fois plus que le budget accordé par l'État pour son plan Nutrition Santé. La lutte contre le diabète est-elle une bataille perdue d'avance ? Elle ne peut en tout cas pas reposer sur les seules épaules des malades. Tout se passe comme si la prévention visait à rendre les individus acteurs de leur propre santé. Et dès lors, si la pathologie, par exemple le diabète, se déclenche, eh bien, c'est que la personne n'a pas adopté les bons comportements par exemple d'alimentation ou de vie, sédentarité, etc. Et donc, en quelque sorte, il s'agit de blâmer la victime. Mettre l'accent sur l'individu, ça permet de mettre au second plan, ou en tout cas d'être relativement aveugle aux déterminants, ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé, c'est-à-dire tout ce qui est lié aux stress environnementaux. Dès lors que vous voulez agir sur les environnements de vie des gens, les conditions de vie, les conditions de travail, les conditions de logement, l'alimentation, vous vous heurtez d'emblée à la fois à des choix de société assez fondamentaux, l'agriculture intensive par exemple. Et donc ces lobbies font très peur en fait, donc, aux hommes politiques. Donc d'emblée, ils préfèrent définir la prévention comme une action sur les comportements individuels. Les États doivent faire beaucoup d'efforts, mais pour cela, il faudrait une vraie volonté politique. La situation n'a pas progressé autant que nous l'espérions. Il doit y avoir plus d'efforts, plus d'investissements pour contrôler les maladies chroniques. Il est vain de compter sur les seuls individus pour tenter de freiner la maladie. Au-delà de nos comportements, c'est tout notre environnement qu'il faudrait modifier en profondeur. Une ville l'illustre à l'extrême, Baltimore. C'est l'une des plus pauvres de la côte est des États-Unis et un tiers de la population y est diabétique. Ici, l'accès à une alimentation saine a disparu des quartiers défavorisés. Les supermarchés ont été remplacés par des corner stores, plusieurs centaines d'épiceries de quartier qui ne proposent que des produits industriels et transformés. Peu de produits frais, aucun légume, un désert alimentaire. Dans une même rue, vous allez trouver un magasin de boissons, un corner store. Vous allez trouver un Burger King. Mais il n'y a aucun magasin d'alimentation. Il y a un tas de boutiques qui ouvrent, mais c'est choquant de voir qu'on ne trouve rien pour s'alimenter. Par contre, vous pouvez trouver de quoi acheter de l'alcool, des cigarettes, tout ce que vous voulez. Et cela montre bien la façon dont les gens nous considèrent. Ce système crée des commerces qui gagnent de l'argent dans nos villes et qui choisissent délibérément de s'installer dans nos communautés. Et ce ne sont pas des commerces alimentaires. Une des grandes croyances, c'est de dire que c'est le résultat de gens feignants, qui prennent de mauvaises décisions ou qui font les mauvais choix. Si c'était le cas, il n'y aurait pas autant de personnes qui se battent avec ce problème. Un problème qui est en augmentation permanente. Ce qui se passe vraiment, c'est le fait que les gens sont conditionnés et influencés par ce qu'ils ont autour d'eux. On ne peut pas simplement dire à quelqu'un qui vit dans un quartier défavorisé « Vas-y, inscris-toi à la gym, paye-toi un abonnement hors de prix, ou va faire des courses dans tel supermarché onéreux ». Ils ne pourront pas se le permettre.
La malbouffe est bien moins coûteuse et vous pouvez la conserver plus longtemps. Bien entendu, vous voulez faire tout ce que vous pouvez pour améliorer votre style de vie. Vous voulez faire des efforts. Mais tout le monde a besoin d'aide en réalité. On dit toujours qu'il faut un village entier pour éduquer une personne. C'est la même chose ici. Nous aimons croire que nous sommes indépendants et que nous pouvons faire ce que nous voulons, mais ce n'est pas le cas. Nous sommes influencés par les choses autour de nous. Face à cet abandon des pouvoirs publics, de maigres initiatives locales émergent pour pallier l'absence de nourriture saine. Des habitants organisent des potagers communautaires. Ils distribuent gratuitement des légumes. Nous collectons la nourriture invendue des épiceries locales et des fournisseurs. En ce moment, nous arrivons à rassembler environ 2000 kilos chaque semaine. C'est un projet de la Baltimore Free Farm, qui est un centre communautaire, un collectif de personnes, d'artistes, de militants et de fermiers. En gros, ce sont des personnes qui se réunissent pour résoudre ensemble des problèmes dans leur communauté qui ne sont pas pris en charge par les responsables locaux ou les responsables plus hauts dans la hiérarchie. It's a fuzzy squash. You want to peel the gourd off first. Okay. And hollow it out and dry the gourd out and make a bowl out of it. The gourd is that thick. Oh, cute. If you just want to live, si vous voulez juste vivre, vous pouvez manger de la malbouffe toute votre vie. Vous pouvez manger au McDo ou des choses comme ça, qui sont le genre de nourriture en général accessible dans ce type de désert alimentaire. Quoi qu'il en soit, je dirais que le besoin de nourriture saine est universel. C'est quelque chose, même si vous ne savez pas que vous en avez besoin, votre santé va en être affectée si vous en manquez. Tout le monde a besoin, tout le monde mérite un accès à de la nourriture saine. Mais ces initiatives sont bien fragiles face à l'ampleur de ce désastre sanitaire. Et elles ne prennent en compte qu'une partie du problème lié au diabète, l'alimentation. Un problème de santé n'est pas seulement un problème de santé. C'est un problème économique, c'est un problème environnemental, et inversement. Les problèmes économiques ou les décisions économiques, les décisions environnementales ne sont pas dépourvues de problèmes de santé. Tout a un impact sur la santé. Une des choses qu'il faudrait faire, c'est tenir compte des questions de santé, en prenant certaines décisions. Par exemple, lorsque vous réfléchissez à l'urbanisation d'une ville ou son organisation, ou lorsque vous intégrez une autoroute au milieu de la ville, cela va affecter l'accès à la nourriture, à de la nourriture saine. Cela va avoir un impact sur la façon dont les gens se déplacent et interagissent. Mais souvent, ce n'est pas pris en compte au niveau de la planification de la ville. Donc il faut vraiment commencer à intégrer toutes ces questions de santé dans ce genre de décision. Je pense qu'à terme, on a gagné. Mais le problème, c'est de savoir quand est le terme. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit là, ça sera des espèces d'évidences bibliques dans un certain nombre d'années. Mais entre-temps, il y a plein de diabétiques qui seront morts de façon complètement inutile. Il y en aura qui auront été soignés de façon lamentable. Il y a plein d'argent qui aura été dépensé de façon complètement inutile sur des traitements survendus, etc. Mais ce complexe diabético-industriel, il sera balayé. Le diabète est beaucoup plus qu'un problème de sucre et de sang. Il est le symptôme des dysfonctionnements de nos sociétés. Tant que l'inertie des États ne sera pas remise en cause, il continuera à gagner du terrain.